Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Didier Testo. La politique, Anne Hidalgo est officiellement la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle. Anne Hidalgo serait-elle l'alternative à gauche? Bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi il me faut du concret. Je ne veux pas qu'on rentre dans l'élection de 2022 en se disant il n'y a pas d'autre alternative et les trois candidats en place, on les connaît déjà. La maire de Paris, créditée de 4 à 7% d'intention de vote seulement dans les derniers sondages. C'est parti, allons-y. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est à la brasserie L'Office à Paris qu'Anne Hidalgo a été intronisée hier soir candidate du PS à la présidentielle suite à un vote interne avec 72% des suffrages, 72, ironie du sort, comme le département de son challenger, le maire du Mans, puisqu'il est élu de la Sarthe, Stéphane Le Foll. Une candidature qui, pourtant, ne décolle pas dans les sondages puisqu'elle fluctue, vous l'avez entendu dans cet excellent jingle, entre 4 et 7%. D'où notre premier débat. Anne Hidalgo est-elle la bonne candidate pour le PS? Et vous êtes désormais 14% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA. Bonsoir. Bonsoir. Après l'intronisation d'Anne Hidalgo, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a fait allusion à François Mitterrand en disant « Nous savons qui tu es, ta force tranquille, ta détermination ». Quand on voit les sondages, si elle fait pire que Benoît Hamon, est-ce qu'on ne va pas passer de la force tranquille à la farce tranquille? Bon, écoutez, les sondages, on sait toutes les réserves qu'il faut avoir par rapport à ses intentions de vote au jour d'aujourd'hui. Ça vaut pour Anne Hidalgo comme pour tous les autres candidats. On avait eu un précédent, François Hollande, lorsqu'il son nom apparaît, il ne faisait guère mieux au départ dans les intentions de vote. La réalité était toute différente puisque le nombre d'adhérents au Parti Socialiste et ce que représentait ce parti dans le paysage politique et en nombre d'élus était tout à fait différent. Puisque là, 25 000 adhérents ont voté seulement. Lorsque Lionel Jospin avait été désigné candidat en 1995, il y avait 80 000 militants qui s'étaient prononcés à peu près. Donc, évidemment, l'appréciation de la désignation de la candidature donc, de Anne Hidalgo se fait à proportion de l'affaiblissement du Parti Socialiste. Donc, quand on dit Anne Hidalgo fait entre 4 et 7% dans les intentions de vote, il faut quand même avoir conscience de l'affaiblissement du Parti Socialiste aujourd'hui dans le paysage politique. Philippe Bilger. Olivier Roucan, je vous rejoins en grande partie, mais 3 points très rapides. Je note évidemment que Stéphane Le Foll, au Parti Socialiste, n'avait aucune chance parce que il a une fidélité à l'égard de François Hollande et qu'il était hors de question pour Olivier Faure de donner des privilèges à ce candidat face à Anne Hidalgo. Deuxième élément, c'est vrai qu'Anne Hidalgo, il faut jurer de rien et ne pas insulter l'avenir. C'est clair, on a eu 1000 exemples de gens qui étaient vraiment dans la nasse au départ et qui ont, sinon gagné, en tout cas, largement remonté. Dernier élément, je ne vois pas comment, tout de même, on peut penser créer une réussite en cumulant 2 faiblesses. Le Parti Socialiste est dans un état de déliquescence avancée et Anne Hidalgo, pour l'instant, n'apporte pas quelque chose au Parti Socialiste. Donc, 2 faiblesses, à mon avis, à moins qu'on ait complètement changé la donne des tendances psychologiques et intellectuelles, ne peuvent pas créer une force. Je crois que c'est là la grande entrave dans cette affaire. Olivier Roucan. Oui, sur l'affaiblissement du Parti Socialiste et aujourd'hui sa force dans la société, nous accordons. Le fait que la figure Anne Hidalgo, pour l'instant, ne crée pas dans l'opinion, je dirais, une force d'attraction, c'est également le cas. Mais bon, pour l'instant, elle n'a pas mené campagne. Sa campagne est assez faible, donc nous verrons bien ce que cela donne. Sur le plan des équilibres politiques, Anne Hidalgo a pour elle d'avoir su jusqu'à présent, mais
l'incertitude augmente en la matière, d'avoir su représenter un point d'équilibre entre les écologistes, une gauche plus radicale et le Parti socialiste. C'était jusqu'à présent sa force, mais nous voyons qu'elle commence à avoir des problèmes d'équilibre pour sa propre majorité à Paris sur ce plan, donc c'est assez incertain. Voilà ce qu'on peut dire, à mon avis, sur aujourd'hui l'apport éventuel d'une figure Anne Hidalgo et son éventuelle destinée. Céline Pina, vous qui avez bien connu le Parti socialiste de l'intérieur. Vous avez été, je crois, conseillère régionale PS. Oui, tout à fait. C'est un parti qui est en train de mourir, qui n'a plus rien à dire au monde. C'est-à-dire que, effectivement, on peut avoir des surprises dans une campagne, mais il y a toujours des dynamiques. Or là, on a un parti socialiste dont la dynamique est une forme de disparition programmée. Il ne tient plus que par des élus qui eux-mêmes ne tiennent que par leur rayonnement personnel sur un territoire donné. Il n'a plus d'image. Autrement dit, avant, à la limite, le socialisme, ça pouvait être une certaine idée de justice sociale. Aujourd'hui, par exemple, l'idée du social a complètement disparu. Le Parti socialiste ne porte plus l'idée de justice sociale. On ne sait pas tellement quelle intention il a, quel projet il peut porter. Donc, il n'a plus d'image. Et vous rajoutez à cela le fait que, quelle que soit la personnalité qu'on envoie, de toute façon, Anne Hidalgo est encore la plus connue. Le seul problème, c'est qu'elle est aussi connue pour être maire de Paris et que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'état dans lequel est Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais grosso modo, quand Chirac s'était un petit peu lancé dans les campagnes présidentielles, même s'il ne les a pas gagnées tout de suite, il y avait un côté « je ferai pour la France ce que j'ai fait pour Paris ». Il ne faudrait surtout pas qu'Anne Hidalgo ait l'idée de reprendre ce slogan, parce que l'état de Paris est absolument dramatique, et donc il ne serait pas porteur. Vous vous demandez en fait sur quel élément ce parti ou cette candidate peut installer une dynamique, et ce d'autant plus que s'il y a quelque chose qui à gauche marche encore aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faudrait sauver la planète, et ça a été préempté par les écologistes. Et par Yannick Jadot, donc. Oui, encore que Yannick Jadot va devoir se dépêtrer de Sandrine Rousseau, etc. Voilà, avec des fous furieux qui peuvent tout à fait plomber sa candidature. La gauche est très mal partie dans cette élection. Olivier Roucan, est-ce que quelque part, comme le dit Céline Pina, le PS, il n'a pas abandonné tout le social et que les classes populaires le lui ont bien rendu en ne votant plus pour lui ? Bon, c'est un fait. On sait très bien que si nous prenons les ouvriers, leur premier parti, comme on dit, c'est l'abstention, et le second, depuis assez longtemps, c'est le Front, puis le Rassemblement national. Donc ça fait assez longtemps que c'est engagé. Sur les employés et professions intermédiaires, il est vrai qu'il y a eu une déprise du Parti socialiste lors de précédents scrutins, notamment en 2017. Il semblerait aujourd'hui que notamment une partie des employés soit finalement une partie, je dis bien, séduite par Emmanuel Macron. Donc le Parti socialiste a perdu, c'est vrai, beaucoup d'emprise auprès des catégories les plus défavorisées. Il n'a pas su avoir un discours pour les viser. Bon, Anne Hidalgo à Paris a quand même un soutien de ce point de vue plus large que d'autres figures socialistes. Mais son image globale dans l'opinion, parce que là on n'est pas à Paris, hein, c'est toute la France, oui, son image globale aujourd'hui est moins bonne que celle de François Hollande, 10 points de moins, et que celle de Martine Aubry, à peu près 10 points de moins derrière. Donc c'est ceci le pari d'Anne Hidalgo, c'est d'arriver à créer, à forger une image, et pour cela il faut des propositions, mais il faut aussi une figuration. Et par exemple, son livre jusqu'à présent et les propositions destinées aux enseignants ont un accueil mitigé. Je crois qu'il s'est vendu à 975 exemplaires jusqu'à il y a quelques jours. Didier Testo. Oui, alors il y a déjà des millions de personnes qui ne voteront pas pour elle. Hein. Ce sont les banlieusards, hein, les 92, les 95, les 94. Ça fait 10 millions de personnes. Hein. Voilà, ceux-là ne voteront pas pour elle. Parce qu'effectivement, Céline Pina parlait de Paris. Paris, il est impossible aujourd'hui, et pour ceux qui sont en région et qui viennent sur Paris, ils pourront s'en rendre compte, les portes de Paris, on se retrouve sur Lutèce. Donc l'image aujourd'hui de la forteresse de Lutèce, qui est le périphérique, on ne peut plus rentrer dans Paris. Et je vous ne parle même pas des prix des stationnements pour effectivement les touristes français qui viendraient à Paris, hein, voir l'Arc de Triomphe, et ils restent garés. Ça leur coûterait très cher déjà la journée. Donc ça, c'est pour la réalité de ce qu'elle est. Mais vous parliez au début de la force tranquille. Mais ce qui est intéressant Céline Pina parlait du programme, c'est que non, la force tranquille, oui, c'était Jacques Séguéla. Oui, moi, c'était la farce tranquille. Oui, mais
Mais la force tranquille quand même, François Mitterrand, c'est qu'après, il y a eu un espoir, et pendant des années, il y a eu un espoir au Parti socialiste, que le Parti socialiste se transforme, enlève la partie marxiste pour devenir un parti social-démocrate. Et en fait, il n'a jamais réussi cette mutation-là pour devenir un parti social-démocrate. Et quand François Hollande, par exemple, est arrivé, il vous a parlé au Bourget de la réforme fiscale, et là, on parlait de justice, là, il y avait un vrai... Le Parti socialiste pouvait s'attaquer à cette réforme fiscale, ça aurait été courageux, et il ne l'a pas fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le PS, comment on peut l'identifier sur le programme? C'est très compliqué, parce qu'il n'est plus social-démocrate. En banlieue, il va s'acoquiner avec des gens qui sont... ça ne correspond plus aux valeurs du Parti socialiste d'il y a 30 ans. Donc, il est paumée. Et elle va pouvoir l'incarner, mais la remontada chère à Arnaud Montebourg, il va falloir qu'elle s'y mette avec des choses qui, aujourd'hui, on ne voit pas sur quel, programme elle va pouvoir remonter. Justement, c'est très intéressant, Olivier Roucan, ce que dit Didier Testot. Aujourd'hui, le PS de François Mitterrand, des origines de 71, la laïcité... Par accommodement, dans certains quartiers, elle est passée par pertes et profits. Céline Pina, qui était élue dans le Val d'Oise, pour en témoigner. Leur ennemi, c'était la finance, mais ils ont fait la loi travail. Bref, il est où le Parti socialiste, quelque part? Il est social-démocrate, il est quoi? Bon, il est vrai qu'il y a eu des incompréhensions... ce fameux long remords du pouvoir, mais ça a été identifié assez tôt, c'est-à-dire que l'adaptation du Parti socialiste aux exigences, aux contraintes des gouvernements dans le cadre de la mondialisation l'a conduit sur 20-30 ans à des ajustements qui n'ont jamais été bien compris, bien acceptés. La dernière étape, ça a été l'étape François Hollande. Pour autant, pour relativiser ce qui a été dit, il faut quand même bien comprendre qu'aujourd'hui, tous les partis sont en crise de sens. Les Républicains ne s'en sortent pas bien mieux, y compris sur la visibilité idéologique. Et c'est bien la raison pour laquelle un Éric Zemmour a dans l'opinion cet espace. De la même manière, La République En Marche n'est pas un parti politique et on ne le situera pas davantage sur le plan idéologique, etc., etc. Le Rassemblement national est un parti qui est également en crise. L'entrée en matière de Marine Le Pen sur les libertés a déconcerté son monde, par exemple. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition qui a brutalement commencé en 2017 sur le plan des idées, sur le plan de la sélection des dirigeants, et ça n'est pas terminé. Donc c'est un jeu politique liquide. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut faire très attention. On ne sait pas ce que donnera cette présidentielle, on ne sait pas ce que le jeu des figurations va donner. Et ça rend d'ailleurs très incertain aussi les législatives. Philippe Bilger. Mais je ne peux qu'être d'accord avec Olivier Roucan, et bien sûr je ne vais pas m'amuser à rajouter une surenchère dépréciative sur le Parti socialiste. Je voudrais tout de même, et d'une certaine manière c'est pas dans mon tempérament, dire que ce que nous venons d'affirmer, je l'espère avec de la compétence et du savoir, ne nous permet pas de prévoir avec une absolue certitude les hasards du futur, et même à 6 mois près. Tout montre, comme vous l'avez dit Olivier Roucan, cette sorte de liquidité de la vie politique aujourd'hui peut réserver d'infinies surprises, et parfois les compétents ne sont pas ceux qui ont raison à la fin. Olivier Roucan. Oui, pour prolonger, par exemple, ce qui s'est passé récemment en Allemagne, alors que les partis restent plus forts en Allemagne, eh bien, montre quand même que, là encore, personne n'aurait parié sur une remontée du SPD il y a quelques mois, et sur... alors, ce n'est pas un effondrement, loin de là, mais sur un affaiblissement de la CDU, qui est aujourd'hui en crise, qui est le grand parti d'Angela Merkel. De droite, oui. Donc, si vous voulez, on disait aussi, peu avant ces élections, que les écologistes étaient susceptibles d'occuper quasiment, il y avait des commentaires là-dessus, la chancellerie. Donc, en quelques semaines, en quelques mois, il y a eu des évolutions qui ont fait mentir tous les pronostics, alors que l'Allemagne, c'est un régime plus parlementaire, où le collectif compte davantage, où la dynamique personnelle donc est moindre, même si elle existe évidemment, et où les partis sont plus forts. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation
encore plus incertaine, me semble-t-il. Céline Pina. Il y a quand même des dynamiques qui peuvent nous donner... on peut toujours regarder les grandes masses. Et s'il y a des dynamiques qui sont fortes aujourd'hui, c'est effectivement l'affaiblissement de la gauche et la montée de la droite. On a là-dessus, finalement, des informations récurrentes, élection après élection, qui montrent quand même, j'allais dire que l'opinion française est en train de se déporter sur un certain nombre de sujets. On a d'autres indications très fortes, c'est-à-dire qu'on a une France qui se positionne de façon très claire sur les priorités dans les sujets qui la concernent, par exemple. Et la dimension, notamment, il y a effectivement une dimension sur le pouvoir d'achat qui est réelle, mais les dimensions identitaires, la question de la sécurité, la question de l'immigration, sont des dimensions qui ont fortement monté et qui sont plutôt des marqueurs de droite. À l'inverse, les marqueurs de gauche n'émergent pas énormément. Donc, tout n'est pas que liquide. Il y a quand même des grandes masses, il y a des grandes répartitions et on peut voir des tendances. Didier Testot. Oui, je pense que le désaveu, en tout cas, des partis politiques traditionnel, on parlait effectivement du Parti socialiste, mais la droite aussi a eu ce sujet-là, effectivement, doit nous rendre humbles par rapport aux pronostics et doit rendre humbles aussi les sondeurs. Pour la gauche, il y aurait des tas de thèmes, effectivement, sur la relocalisation économique, sur l'industrie, qui pourraient être effectivement mis en avant. C'est Montebourg qui prend ces sujets. Il était avant-hier dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Bénibus. Le capitalisme qui était un peu à bout de souffle, là, qu'on a vu à bout de souffle, ça devrait leur donner, normalement, moi je ne suis pas communicant pour ces gens-là, mais il y a des thèmes qui devraient être des thèmes de gauche pour dire comment on rééquilibre finalement cette économie mondiale comme on parlait tout à l'heure, effectivement, qui s'était déportée sur l'Asie, comment on retrouve de la souveraineté en Europe par rapport à des tas de sujets. Il y a des sujets qui pourraient être des sujets d'un parti social-démocrate. Olivier Roucan, il y a des sujets qui pourraient être social-démocrates, mais imaginons que Anne Hidalgo reste entre 4 et 7%. Alors là, à moins de 5%, c'est la catastrophe parce qu'on n'est pas remboursé. Le PS avait déjà dû quitter la rue de Solferino. Est-ce que ce parti est en danger de mort en cas de résultat catastrophique pour la seconde présidentielle consécutive ? Je vais vous répondre, mais je voudrais quand même rajouter un point sur la question des enjeux. Parce que, en effet, le pouvoir d'achat, l'enjeu, on va dire, de la transition climatique, la question, en effet, je dirais du travail plus que de l'industrie, sont quand même au centre des préoccupations. Ensuite, il y a une façon dont on crée l'offre et dont on la médiatise. Et de ce point de vue, on ne peut pas dire que ces derniers mois est beaucoup avantagé. Le marché de l'offre dans le débat public est beaucoup avantagé, je dirais, les partis politiques. Et peut-être que la campagne va faire de gauche et que peut-être que la campagne va faire bouger un peu ces choses. Mais on voit qu'il y a un match quand même dans l'opinion. L'identitaire n'est pas aussi dominant qu'on veut bien le relayer parfois sur certaines chaînes info. Et pour vous répondre quant à la question donc de la recomposition après cette présidentielle, il est clair que, et c'est vrai pour le Parti socialiste comme si pour les Républicains, s'ils n'arrivent pas au second tour de la présidentielle, il va y avoir une recomposition cette fois-ci du jeu des partis, du jeu des forces politiques. C'est ce qui donne je dirais, une perspective notamment à l'entreprise d'Édouard Philippe à droite, et c'est ce qui sans doute donnera une perspective à des personnes qui se lanceront dans une recomposition de l'offre à gauche, et c'est ce qui se produira après 2022 sans doute. Merci beaucoup Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques et chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Verdict sur Twitter, Anne Hidalgo est-elle la bonne candidate pour le PS ? Vous êtes 14,1% à dire oui. Les vraies voix, ça vous dirait, pour conclure la semaine, un quiz présidentiel ? Allez. Oui, on y va. Philippe Bilger, vous êtes partant ? Et bien justement, on va faire ce quiz dans quelques instants, le quiz de la semaine.